Je vous préviens, l'affaire d'aujourd'hui comporte des images choquantes que je censurerai le moins possible pour éviter une nouvelle sanction de YouTube. Et on va aussi parler de sujets sensibles qui peuvent être difficiles pour certaines personnes, donc je préfère vous prévenir, d'accord ? Pour comprendre l'histoire d'aujourd'hui, il faut d'abord qu'on comprenne une chose. Le hockey sur glace n'est pas fait pour les personnes sensibles. Il existe des sports de contact. Il y a le football américain, le rugby, la lutte, la boxe, et puis il y a le hockey sur glace, qui consiste, en gros, à mettre plein de grands gaillards sur des patins, sur une patinoire glissante, avec des crossés à la main, un palais qui vole à 160 km/h et advienne que pourra. Et le plus fou, c'est que le hockey n'est même pas officiellement un sport de combat. Mais parfois, on dirait qu'ils ont oublié de prévenir les joueurs. Parce qu'au hockey, surtout en NHL, la Ligue américaine de hockey sur glace, la bagarre fait partie de la culture du sport. Ce n'est pas non plus que tout est permis, d'accord ? Il y a des sanctions. Mais c'est ce genre de sport où deux joueurs peuvent tout simplement lâcher leur crosse, enlever leurs gants et hop, se battre en plein milieu du match. Les arbitres attendent autour, tels des agents de sécurité en boîte, prêts à séparer la bagarre au bon moment. Ils n'interviennent pas tout de suite, car qui voudrait s'interposer entre deux armoires à glace qui se battent sur la glace ? Moi, pas question. Je ferai juste semblant de refaire mes lacets et je partirai discrètement. Le hockey garde donc cette image de sport de durs. Un sport pour des gens qui perdent des dents, qui crachent du sang, qui jettent un coup d'œil pour voir si tout est encore à sa place et qui retournent jouer comme s'ils s'étaient juste cogné le petit doigt contre le coin de la table, tu vois. Lors de la finale olympique d'hiver cette année, l'Américain Jack Hughes a reçu un coup de crosse au visage, perdu une dent, puis est revenu marquer le but victorieux en prolongation, offrant l'or aux États-Unis. En somme, le taux de testostérone dans ce sport est exceptionnel. Mais même dans cet univers de gens durs, résistants et habitués à la douleur, il existe une histoire qui a toujours hanté le hockey sur glace. L'histoire d'un gardien de but ayant frôlé la mort en direct, devant des milliers de spectateurs dans l'arène et devant tous ceux qui regardaient à la télévision. Mais plus que cela, c'est l'histoire d'un homme qui a survécu à un accident étrange dans le sport, mais qui a fini avec une balle logée dans le cerveau. Viens avec moi pour comprendre cette histoire surréaliste. Salut à tous, c'est Su, bienvenue sur la chaîne. Comme vous le voyez, on est dans un nouveau studio après un autre déménagement. Alors, habituez-vous déjà au nouveau look de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et allons-y pour la vidéo. Découvrons le personnage principal de l'affaire d'aujourd'hui. Il s'appelait Clint Malarchuk. Clint est né à Grand Prairie, dans la province d'Alberta, au Canada. Et rien que ça aide déjà un peu à expliquer notre personnage. Parce qu'Alberta, c'est cet endroit froid, de ferme, de chevaux, de rodéo, avec des gens élevés à ravaler tes larmes et va travailler, tu vois. Clint a grandi dans un milieu rural. Plus tard, il sera surnommé Cowboy Goalie dans le monde du hockey, soit le gardien de but cowboy. Et ce surnom lui allait parfaitement, parce que Clint avait cette image d'homme endurant, de gars qui ne se plaignait pas, qui encaissait les coups, qui tombait et se relevait. Mais derrière cette image de cowboy invincible, Clint portait déjà en lui des choses qu'il ne comprenait pas encore lui-même. Depuis l'enfance, il était extrêmement perfectionniste. Il ne se voyait pas comme le plus talentueux, alors il pensait qu'il devait compenser par l'effort. Et quand je parle d'effort, ce n'est pas juste « je vais beaucoup m'entraîner ». C'était vraiment un effort maladif. Il s'entraînait jusqu'à la limite. Il se dépassait au point de vomir d'épuisement après l'entraînement, allant parfois jusqu'à l'hospitalisation. Il subissait des effondrements physiques et émotionnels en cherchant à devenir une version parfaite de lui-même, qui n'arrivait jamais. Et c'est un piège très cruel, parce qu'à l'extérieur, les gens regardent et disent « Waouh, quelle discipline, quel guerrier, quel mental fort, n'est-ce pas ?» Mais à l'intérieur, très souvent, ce n'est pas de la force. C'est de la souffrance déguisée en détermination. Cependant, dans le sport, notamment le hockey, cette différence passe presque inaperçue. Clint, devenu gardien de but, a été sélectionné par la LNH et a joué pour les Nordiques de Québec, les Capitals de Washington et les Sabres de Buffalo. Et c'est à Buffalo que sa vie a changé pour toujours. Regardez, le 22 mars 1989, les Sabres de Buffalo affrontaient les Blues de Saint-Louis au Buffalo Memorial Auditorium. Clint était encore relativement nouveau dans l'équipe. Il venait d'arriver chez les Sabres et essayait encore de faire ses preuves. Son contrat n'était que d'1 an et il était à ce moment où un joueur se dit « Je dois prouver que j'ai ma place ici et que je la mérite ». Et, lors de ce match, tout a commencé comme une partie normale de la LNH. Puis, à un moment donné, la rondelle soit envoyée au centre, les joueurs se disputèrent l'espace près du but et l'attaquant, Steve Tuttle des Saint Louis Blues, s'est dirigé vers le but de Clint. En même temps, le défenseur des Sabres venait défendre. Les deux se sont violemment percutés devant le but.
Jusqu'ici, rien de très différent d'un match de hockey. Un joueur tombe sur un autre, une crosse vole. Un mardi normal pour les amateurs de hockey. Mais soudain, après quelques secondes, des cris de désespoir retentissent dans le stade. C'est parce qu'en tombant, la jambe de Steve s'est levée et la lame de son patin est entrée dans un des rares endroits non protégés du corps de Clint. La zone entre le masque et la protection de poitrine. La lame a tranché le cou de Clint et à ce moment-là, presque personne n'a compris la gravité de la situation. Clint lui-même a senti l'impact sur son casque, mais il n'a pas ressenti de douleur. Ce n'est qu'ensuite, lorsqu'il a vu une tache rouge commencer à s'étendre sur la glace, qu'il a compris. C'était du sang qui jaillissait du cou de Clint. Regardez, il a porté la main à son cou et une flaque rouge a commencé à se former autour de lui. Elle grandissait à chaque battement de cœur. À ce moment-là, tout le monde a compris que ce n'était pas juste une blessure de sport de plus. C'était une urgence vitale. Les joueurs ont commencé à crier, appelant à l'aide médicale. Certains sont restés paralysés face à ces images choquantes. Dans les tribunes, 11 supporters se sont évanouis et 2 ont eu une crise cardiaque à cause de cette scène horrifiante. Certains joueurs ont vomi sur la glace. Et la diffusion, réalisant la gravité de la scène, a coupé les images. Parce que ce n'était pas une scène de sport. C'était un drame en direct, les amis. Regardez. Clint, lui, a tout de suite compris. Il savait qu'il lui restait quelques minutes. Pour lui, la question n'était pas « est-ce grave ?», mais « je vais mourir ici ». Imaginez. Il savait qu'une coupure au cou laissait environ 3 minutes à vivre. Sa pensée la plus douloureuse n'était même pas pour lui, mais pour sa mère. Clint savait que sa mère regardait le match à la télévision. En perdant du sang sur la glace, il pensait seulement à une chose. Il ne voulait pas qu'elle voie son fils mourir en direct. Mais c'est là qu'entre en scène l'homme qui est devenu un héros inattendu. Le préparateur physique des Buffalo Sabres s'appelait Jim Pizzutelli. Et Jim n'était pas un simple préparateur physique avec une petite trousse de premiers secours et un spray miracle, non. Jim était un ancien militaire et avait été médecin de combat pendant la guerre du Vietnam. En d'autres termes, il avait déjà vu des blessures graves et fait face à des situations où une décision rapide sépare la vie de la mort. Quand Jim a vu ce qui arrivait à Clint, il a compris la gravité de la situation et a couru sur la glace pour agir comme dans un film. Il a mis sa main directement dans la blessure et a littéralement pincé le vaisseau qui avait été touché, contrôlant l'hémorragie avec ses propres doigts. Imagine la scène, 16 000 personnes qui crient, des joueurs paniqués, du sang sur la glace, les caméras qui essaient d'éviter de montrer l'horreur. Et cet homme-là, agenouillé, la main dans le cou de Clint, en train de pincer une veine. Il n'y a pas de phrase poétique meilleure que la réalité dans ce cas. Jim tenait la vie de Clint entre ses doigts, et Clint restait conscient. Le préparateur physique l'a accompagné en ambulance à l'hôpital, tenant la veine jusqu'à l'arrivée des médecins. En arrivant à l'hôpital, Clint était certain qu'il allait mourir et a demandé qu'on appelle un prêtre. Il a demandé qu'on prévienne sa mère qu'il l'aimait. Et quand les médecins lui ont dit d'arrêter avec ça, parce qu'ils allaient lui sauver la vie, dans un vrai moment de rocker, il a alors demandé « Est-ce qu'il aurait le temps de revenir pour la 3e période du match ? Vous pouvez y croire, les amis ?» L'homme avait le cou ouvert, il avait perdu une quantité incroyable de sang et il était encore préoccupé par le reste du match. On réalise alors que le rocker est d'une autre trempe que le reste de l'humanité, non ? Nous, on est fait de chair et d'os. Apparemment, eux, ils sont faits de rubans adhésifs, de glace et de traumatismes non résolus. Quand les médecins ont examiné la blessure, ils se sont rendus compte qu'il l'avait échappé belle. Si les soins avaient pris plus de temps, Clint n'aurait probablement pas survécu. Il a fallu environ 300 points de suture pour refermer la blessure. Et physiquement, l'impossible s'était produit. Clint a survécu et en quelques jours, il était déjà sorti de l'hôpital. Pour le public, cela paraissait être une histoire à la fin miraculeuse. Mais le plus dur de l'histoire n'avait pas encore commencé, car seulement 4 jours après l'accident, Clint était déjà à l'entraînement. 10 jours plus tard, il est revenu jouer. 10 jours. Sérieusement, comment peut-on rejouer si vite après une blessure au cou ? Certains prennent plus de repos après une extraction de dents de sagesse. Clint, lui, a failli mourir devant des milliers de personnes. Et, en moins de 2 semaines plus tard, il était déjà de retour dans les buts avec le palais arrivant vers lui et un joueur patinant à grande vitesse devant le filet. Quand il est revenu sur la glace à Buffalo, le public a accueilli Clint comme une légende. Tout le stade l'a applaudi debout. Pour les fans, c'était la preuve ultime de courage. Le cow-boy qui a affronté la mort et est revenu. Le gardien qui n'a pas flanché. Le héros de Buffalo. Et pour Clint, cette image de héros est finalement devenue une prison. Vas-y Ben. Car tout en recevant amour, applaudissements et admiration, il sentait qu'il ne pouvait montrer de faiblesse. Des années plus tard, il a confié en interview qu'il subissait une forte pression professionnelle alors que son contrat avec les Sabres allait être renouvelé. Le monde du sport est cruel envers les athlètes blessés.
Et Clint avait peur que, s'il restait éloigné trop longtemps, s'il paraissait ébranlé, si quelqu'un pensait qu'il n'était plus le même, sa carrière puisse se terminer. Alors, il a fait comme beaucoup dans le sport. Il a tout enfermé en lui, mis un masque émotionnel pour paraître bien et a continué d'avancer. À l'extérieur, Clint était l'homme qui avait échappé à la mort. À l'intérieur, le traumatisme commençait à grandir. La saison suivante, les fissures dans ses performances ont commencé à apparaître. Quand les joueurs s'approchèrent du but, son esprit revenait à ce moment-là. Il revoyait encore une fois la lame du patin se lever. Il voyait la lame arriver. Elle ressentait de la peur, sentait son corps se mettre en alerte. Alors, match après match, action après action, ce traumatisme grandissait. Après les matchs, elle rentrait chez elle et n'arrivait pas à se détendre. Les victoires n'apportaient aucune joie. L'adrénaline ne disparaissait pas. Les crises de panique, l'anxiété et les cauchemars sont survenus. Elle tentait de dormir mais pensait sans cesse à la glace. C'est un point clé de l'histoire. Clint a été soigné physiquement, mais pas pour son traumatisme. Sa coupure au cou a été refermée, mais la blessure invisible est restée. Et, à cette époque, parler de troubles de stress post-traumatique, de santé mentale des athlètes, surtout dans un environnement comme le hockey, c'était presque impensable. Il fallait être fort, tenir bon, jouer, tu vois? Alors, Clint a continué à tout supporter. Jusqu'à ce qu'un soir, après avoir bu, après une fête, il soit rentré chez lui épuisé, sans avoir bien dormi, émotionnellement détruit, et il a regardé le flacon d'analgésique que ses médecins lui avaient prescrit. Il a pris tous les comprimés puis s'est couché. À son réveil, il était à l'hôpital, son cœur s'était arrêté et sa mère l'avait trouvé inconscient chez lui. Tu te rends compte? Les médecins lui ont demandé s'il avait essayé de mettre fin à ses jours. Et Clint a dit que non, qu'il voulait juste dormir. Mais les personnes proches savaient qu'il souffrait beaucoup. Elles savaient que sa situation émotionnelle empirait. Et même s'il ne voyait pas cela comme une tentative consciente de s'autodétruire, il était clair que Clint était dans un état mental extrêmement dangereux. C'est à cette période qu'il a été obligé de consulter des psychologues et qu'il a reçu plusieurs diagnostics. Anxiété, dépression, TOS. Mais aucun médecin n'a diagnostiqué chez lui aucun trouble de stress post-traumatique causé par cette nuit tragique à Buffalo. Malgré tout, il a continué. Clint a encore joué quelques années, mais n'a jamais retrouvé son niveau de gardien et a fini par prendre sa retraite. Après avoir quitté la ligue en tant que joueur, il est resté lié au hockey et est devenu entraîneur. Il a même travaillé comme entraîneur de gardien pour des équipes de la NFL elle-même. Vu de l'extérieur, on aurait cru qu'il avait refait sa vie, n'est-ce pas? L'accident derrière lui, la cicatrice sur son cou, l'histoire paraissait finie. Le héros a survécu, est devenu entraîneur et a poursuivi sa vie. Mais le traumatisme ne disparaît pas ainsi et n'obéit à aucun calendrier. Il peut rester silencieux des années, sembler endormi, laisser croire que tout est contrôlé, jusqu'à ce qu'un élément déclenche tout comme un ouragan. Et, dans le cas de Clint, ce bouton a été pressé en février 2008, presque 19 ans après l'accident. Clint était chez lui en train de regarder un match entre son ancienne équipe, les Buffalo Sabres, et les Florida Panthers. Encore Buffalo. Encore un match ordinaire. Jusqu'à ce qu'une scène effroyablement similaire se produise. Le joueur Richard Zednik, des Florida Panthers, a subi une grave coupure au cou causée par une lame de patin. Quand Clint a vu cela à la télévision, tout est revenu. Pas comme un souvenir lointain, mais comme s'il était de retour sur cette glace. Son cœur s'est emballé, la peur l'a envahi, et les flashbacks sont revenus avec force. Et ce qui a tout empiré, c'est que juste après, des journalistes et des émissions de télévision ont commencé à l'appeler sans arrêt. Tu peux y croire? Tous voulaient une interview et connaître son avis sur l'accident de Zednik. Tout le monde voulait qu'il revive sa propre tragédie, qu'il compare les deux scènes, qu'il commente, qu'il explique, qu'il se souvienne, qu'il répète. Et chaque appel, c'était comme rouvrir la blessure. Sauf que cette fois, ce n'était pas la blessure au cou, c'était la blessure de l'esprit. Clint a commencé à perdre pied. Il s'est mis à boire de plus en plus. Il a recommencé à s'automédiquer. Les pensées intrusives sont devenues plus fortes. L'anxiété est devenue étouffante. En octobre 2008, dans le ranch où il vivait avec sa femme Joanne, il a vécu le deuxième moment le plus sombre de sa vie. Clint traversait une crise profonde. Lui et sa femme étaient assis sur la véranda. Et lors d'une nouvelle crise de panique, il a pris son fusil, a mis le canon sous son menton, a regardé sa femme dans les yeux et a dit « Je n'en peux plus. Je veux éteindre mon cerveau. » Et là, il a appuyé sur la gâchette. Cette phrase est dévastatrice, n'est-ce pas? Ce n'était pas juste « je veux mourir », mais plutôt « je n'en peux plus de vivre dans ma tête ». Regarde comme c'est horrible. Au début, sa femme a déclaré à la presse qu'il s'agissait d'un accident de chasse, que Clint était parti chasser et que le coup de feu avait été accidentel. Elle essayait de le protéger. Le but était de le protéger du jugement,
de la stigmatisation et de la cruauté du public qui comprend souvent une jambe cassée, mais ne comprend pas un esprit en plein effondrement. Mais avec le temps, la vérité a éclaté. Il voulait mettre fin à ses jours. Mais ensuite, il y a eu un retournement de situation qui, honnêtement, semble impossible. Clint a survécu à nouveau. La balle a traversé la région du menton, a causé de graves dommages à la bouche, a touché la langue, les dents, mais a fini par se loger dans le crâne, à 1 centimètre d'atteindre le cerveau. Tu peux y croire ? Pour la 2e fois, Clint a échappé à la mort de justesse. Mais cette fois, il est finalement devenu clair que le problème n'était pas physique. Après cela, Clint a suivi un traitement, il est entré en cure de désintoxication, il a arrêté de boire et enfin, après presque 20 ans, il a reçu le diagnostic qui manquait. Trouble de stress post-traumatique. Au début, il a résisté parce que pour lui, cette maladie semblait être une faiblesse. Il était encore attaché à l'image du cow-boy, du gardien de but dur à cuire, du héros de Buffalo. Ce gars qui était revenu sur la glace 10 jours après avoir failli mourir. Ce gars que tout le monde admirait pour son courage. Mais petit à petit, Clint a commencé à comprendre quelque chose qui a changé sa vie. Le traumatisme n'annulait pas son courage. Demander de l'aide n'effaçait pas ce qu'il avait accompli. Et admettre qu'il était malade ne signifiait pas qu'il était faible. Cela signifiait qu'il était humain. Avec le traitement, Clint a réussi à sortir du fond du gouffre. Il a écrit un livre et aujourd'hui, il utilise sa propre histoire pour parler de santé mentale, de traumatisme, de dépression, d'alcoolisme et de la pression énorme que beaucoup d'athlètes ressentent pour paraître invincibles. Il est devenu une voix majeure dans cette conversation, surtout dans le hockey sur glace, où la culture du serre les dents en silence persiste, tu sais, et c'est peut-être la partie la plus puissante de l'histoire. Parce que pendant des années, tout le monde a raconté l'histoire de Clint comme celle du gardien de but qui a survécu au pire accident de la NHL. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié concerne un homme qui a failli être détruit par l'obligation de paraître fort. L'accident de Clint a aussi laissé des traces dans le hockey. Le débat sur les protège-coups a beaucoup grandi après des cas comme le sien. Dans plusieurs catégories de jeunes, ligues et compétitions internationales, la protection du cou est devenue obligatoire. Aujourd'hui, le sport comprend mieux l'importance des équipements de protection et des protocoles d'urgence, mais le principal changement ne concerne peut-être pas seulement l'équipement. Il s'agit de la liberté que les joueurs ont désormais pour s'exprimer. Pendant longtemps, dans le hockey, le joueur idéal était celui qui ne montrait pas sa douleur, ne se plaignait pas, retournait sur la glace, ravalait son traumatisme et affirmait « allez bien », même si ce n'était pas le cas. Clint a montré que cette culture peut être mortelle. Il a survécu à la coupure au cou parce que Jim Pizzutelli était là, prêt, avec du sang-froid et les connaissances nécessaires pour sauver son corps. Mais il a fallu presque 20 ans à Clint pour trouver quelqu'un qui l'aide à sauver son esprit. Et peut-être que le grand message de cette histoire est justement celui-ci. Toutes les cicatrices ne saignent pas, toutes les blessures n'apparaissent pas à la caméra. Et tous les héros n'ont pas besoin de continuer à faire semblant que tout va bien. Parfois, le plus grand courage n'est pas de retourner sur la glace 10 jours après avoir failli mourir, mais de dire à quelqu'un « j'ai besoin d'aide ». Trouve, aide et aime l'autre. La douleur est nécessaire, la souffrance est facultative. Si tu as besoin d'aide, ressens-le et admets-le. Tu n'es pas un ennemi. Alors mes amis, si vous avez besoin d'aide, contactez votre famille ou vos amis, cherchez du soutien. C'est ainsi que vous vous en sortirez. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, partage, abonne-toi à la chaîne et continuons à grandir ici sur Que Mundo Que Es, d'accord ? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo, non. Et restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt. C'est parti.